Et bienvenue à vous dans cette troisième vidéo de philosophie des sciences, où on va parler du lien entre la théorie et l'expérience. Dans les deux vidéos précédentes, on a examiné deux conceptions en philosophie des sciences, l'inductivisme et le falsificationnisme, et on a montré qu'elles étaient en conflit. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que bien qu'elles soient en conflit, elles ont toutes les deux quelque chose en commun. Que ce soit sur le mode de la confirmation ou sur celui de la réfutation, ces deux théories soutiennent que le critère ultime de choix d'une théorie scientifique, c'est le contact à l'expérience. On doit donc pouvoir trouver un point de contact, une description claire par la théorie des faits. Le cœur de cette thèse, c'est donc l'hypothèse selon laquelle il y a une parité entre une description théorique et un fait d'observation. L'énoncé théorique et le fait observé doivent alors former une paire univoque. Cet énoncé désigne tout ce fait et seulement ce fait. Et l'auteur qui va conduire la réflexion aujourd'hui est un philosophe français qui s'appelle Pierre Duhem. Et dans son œuvre majeure, qui a pour titre La théorie physique, son objet, sa structure, qui est paru en 1906, il montre justement que cette parité entre les énoncés théoriques et les faits, elle n'est pas possible. Cette proposition de Pierre Duhem va marquer un débat qui va être conducteur dans toute la philosophie du XXe siècle, parce que l'enjeu du contact avec l'expérience, c'est rien de moins que la possibilité d'une démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique. Et du coup, si ce contact à l'expérience il est rompu, alors la démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas semble tomber aussi. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va aussi nous conduire à avancer d'un grand pas dans l'histoire des théories de l'électromagnétisme. Et pour ça, on va directement aller sur l'expérience qui a fait basculer ce champ historique. C'est l'expérience par laquelle Hans Christian Ørsted, il est danois celui-là, a fait bouger une aiguille avec un fil. Ouais, c'est pas dingue, ouais. On reprend. En 1820, ce qu'on appelle maintenant l'électromagnétisme, ça n'existe pas. On a alors trois objets d'étude qui sont séparés les uns des autres, parce qu'ils regroupent des phénomènes qui sont considérés comme indépendants à la fois par leur nature et par leurs effets. Le premier, c'est le magnétisme. Il est connu depuis l'Antiquité comme la propriété qu'ont certains corps, qu'on va appeler des aimants, d'attirer et de repousser d'autres corps, que ce soit des aimants ou alors des objets métalliques. Le second, dont on a pas mal parlé dans les vidéos précédentes, c'est l'électricité statique. L'électricité statique, c'est pas la propriété de certains corps, parce qu'elle peut être produite par un travail mécanique. Elle peut charger un corps, ou être déchargée de ce corps. Les effets sont assez notables parce qu'ils se distinguent de ceux du magnétisme. Certes, il y a des attractions et répulsions, comme dans le magnétisme, mais ils ne se font pas vers les mêmes objets, d'une part. Et d'autre part, la décharge, elle peut causer une étincelle, elle peut causer le déclenchement d'un réflexe nerveux comme dans les expériences de Galvani, donc il y a des effets qui sont vraiment distincts entre la statique et le magnétisme. Un petit point là-dessus, Benjamin Franklin a proposé une des premières théories de l'électricité. D'ailleurs, c'est notable que c'était plutôt un punk parce que sa théorie et les expériences qui y ont conduit, il les a fait avec son propre corps. Et ouais, il se mettait des décharges pour savoir ce que ça fait. Il a alors proposé qu'on conçoive l'électricité comme un fluide qui pouvait être en surabondance à certains endroits ou au contraire en manque à d'autres endroits. Et c'est cette différence de présence du fluide électrique qui va causer son déplacement et donc la charge ou la décharge. C'est d'ailleurs de là que viennent les conventions positifs pour désigner la surabondance et négatifs pour désigner le manque qui nous servent encore aujourd'hui pour désigner les pôles électriques. Et enfin, le troisième phénomène, c'est celui de l'électricité voltaïque, qui a été vraiment au cœur de ce qu'on a fait dans les deux vidéos précédentes. La grosse différence qui sépare l'électricité statique et l'électricité voltaïque, c'est le fait que l'électricité voltaïque, elle ne provient pas d'un travail mécanique. Elle est chargée par une pile, et c'est cette pile qui permet la circulation continue d'un courant électrique. Et c'est dans ce contexte où l'électromagnétisme n'existe pas, qu'Ørsted passe plusieurs semaines en 1820 pour essayer de chercher un lien, c'est vraiment son objectif totalement explicite, entre l'électricité et le magnétisme. Et il va précisément réussir en faisant une expérience qui est plutôt facile à réaliser chez soi. Il va dévier l'aiguille d'une boussole à partir d'un fil électrique, c'est-à-dire un fil de cuivre qui est connecté à une pile voltaïque. Alors cette expérience, elle est vraiment, mais pas du tout spectaculaire, quoi. Il y a des fois des visions de l'expérience scientifique où on fait exploser des réactifs, où il y a des couleurs dans tous les sens, et là c'est rien. Mais c'est surtout parce que l'expérience d'Ørsted
permet d'envisager qu'on puisse unifier des forces qui avant étaient totalement séparées, qu'elle a un retentissement aussi fort dans les milieux scientifiques européens. Elle va d'ailleurs engager un programme de recherche qui va durer une centaine d'années sur la tentative d'unification du champ qu'on appelle l'électromagnétisme. Alors le truc quand même, si on veut rendre justice à Ørsted, c'est qu'il montre pas seulement que l'aiguille est déviée par le fil. Il montre que le sens de déviation de l'aiguille, de la boussole, il est relatif à la position du fil. Ça c'est très très bizarre. Si le fil est au-dessus de l'aiguille, alors le pôle de l'aiguille qui indique le nord est dévié à droite. Si le fil est en dessous de l'aiguille, alors ce même pôle de l'aiguille qui indique le nord, il est dévié à gauche. C'est bizarre, c'est très très surprenant, parce qu'à ce moment-là, toutes les forces d'attraction et de répulsion qui sont connues, de la force de gravitation, de les forces magnétiques, de la force statique, eh ben elles se font en ligne droite. Et là, Ørsted, il trouve une force d'attraction et de répulsion qui se fait pas en ligne droite. Ørsted est bien conscient de cet enjeu d'unification. La grande quête de l'unité, la recherche des forces fondamentales de la nature, c'est d'ailleurs une motivation principale chez lui pour son travail scientifique. Il va alors essayer de proposer une théorie, concurrente des théories qui existent à ce moment-là, pour expliquer ce que c'est que le phénomène électrique, et une théorie qu'il va appeler la théorie du conflit électrique. Le gros défi qu'Ørsted doit surmonter, c'est la déviation non linéaire de l'aiguille de la boussole. Il faut qu'il se passe dans l'environnement du fil électrique quelque chose qui permette de produire cette déviation non linéaire. Alors au lieu de faire comme Benjamin Franklin, de prendre un fluide qui, parce qu'il est en abondance à un endroit et en insuffisance à un autre, doit tendre vers un état d'équilibre, ce qui produirait le déplacement du fluide électrique, ce que va proposer Ørsted, c'est qu'il n'y a pas un, mais deux fluides qui correspondent, comme dans l'idée de Franklin, au positif et au négatif. Lorsque le circuit électrique est fermé sur la pile, les deux fluides sortent de la pile et circulent à l'intérieur du circuit. Ces deux fluides vont donc se rencontrer, et c'est la rencontre de ces deux fluides qui va produire, dans l'entourage du fil, un conflit électrique, un effet qui permettra d'affecter les objets magnétiques, comme l'aiguille de la boussole. C'est donc ce conflit environnant, le conflit électrique, qui doit produire la déviation de la boussole pour Ørsted. Ce qui est intéressant avec la position d'Ørsted, c'est qu'elle est assez imagée. On voit bien comment ces deux fluides pourraient sortir de la pile, traverser le circuit et se rencontrer pour produire une explosion qui fasse un conflit autour du fil. Arrêtons-nous quand même un peu pour examiner cette proposition théorique. Qu'est-ce qui fait concrètement Ørsted ? 1. Il postule certaines entités, l'existence de deux courants électriques. 2. Il dote ces entités de certaines propriétés, la propriété d'entrer en conflit l'une avec l'autre. 3. Partant de ces postulats, Ørsted déduit un mécanisme, le conflit électrique, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans l'environnement du fil. 4. Cet ensemble, entité, propriété, mécanisme, permet d'expliquer quelle est la cause de l'effet qui est observé, c'est-à-dire la déviation de l'aiguille. Autrement dit, ce qu'il fait Ørsted, c'est qu'il rajoute des choses dans la réalité pour expliquer ce qui est observé. Et ici, on doit bien voir que dans la manière qu'Ørsted a de faire de la science, il y a un lien intime entre science et métaphysique. En effet, Ørsted rajoute des choses dans le monde, postule des entités nouvelles, ces deux courants, pour expliquer ce qui est observé. Il rajoute au bestiaire du monde des objets nouveaux. Il ne s'agit pas tout de suite de dire que ce que fait Ørsted n'est pas une proposition scientifique, au contraire c'en est une. Il s'agit plutôt de remarquer que toute théorie scientifique a besoin de faire appel à des hypothèses, de supposer l'existence de certaines entités pour rendre compte de ce qu'elle observe. C'est d'ailleurs souvent le postulat de ces entités supplémentaires qui est ce qui rend possible des découvertes scientifiques. On n'aurait par exemple jamais découvert les atomes si on n'avait pas postulé leur existence en faisant des expériences comme celle de la décomposition de l'air ou de l'électrolyse dont on a parlé dans la vidéo précédente. Un problème par contre, c'est que la proposition d'Ørsted, elle fait appel à des entités nouvelles, certes, mais elle ne donne pas de piste pour les détecter. Et c'est ça le premier reproche que Pierre Duhem fait à une certaine manière de faire de la science qui confond science et métaphysique. Ørsted fait appel à ce que Pierre Duhem appelle des causes occultes ou des facteurs cachés pour expliquer ce qui est visible. Et ici, on peut poser un problème de scientificité. Ce problème, on peut le formuler de la manière suivante. Qu'est-ce qu'il cherche à faire vraiment Ørsted dans cette théorie-là ?
Quel est le but réel de cette théorie? Est-ce qu'il veut véritablement rendre compte de ce qu'il observe? Ou est-ce qu'il n'est pas plutôt en train de chercher à tout prix à unifier des forces différentes de la nature? La thèse de Duhem, à ce sujet, elle est claire. Dans les démarches du type de celle que choisit Ørsted, on risque d'imposer une métaphysique sur les phénomènes observés, bien plutôt que de chercher à en rendre compte. C'est d'ailleurs une remarque que feront des scientifiques contemporains d'Ørsted. Michael Faraday, par exemple, dans le premier article qu'il écrit sur l'électromagnétisme, dira d'Ørsted qu'il cherche des faits parce qu'il a déjà une théorie, bien plutôt que le contraire, c'est-à-dire qu'il devrait chercher une théorie parce qu'il a découvert des faits. Par contre, le cœur de ce problème-là, c'est que la notion de fait scientifique, elle n'est pas claire. Il y a une ambiguïté qu'elle comporte. D'ailleurs, cette ambiguïté, elle est parfaitement manifeste dans les façons de parler courantes qu'on a. Quand on parle de fait scientifique, on fait comme si un énoncé scientifique était une description parfaitement univoque de ce qui est observé. Par exemple, ce qu'observe Ørsted ici, c'est quand j'approche le fil, l'aiguille est déviée. Mais en fait, ce fait-là, il n'a rien de plus scientifique que des énoncés comme le vent courbe un brin d'herbe, ou le sol est froid sous mes pieds. On peut commencer à parler de fait scientifique quand ce fait, il a un pouvoir explicatif, prédictif, ou au moins assez de généralité pour décrire un ensemble bien défini d'observations. Ce qui fait office de fait scientifique dans la théorie d'Ørsted, c'est un énoncé comme « le conflit électrique cause la déviation de l'aiguille ». Et là, on commence à voir qu'entre ce qu'on appelle un fait scientifique et un fait d'observation, eh bien, l'idée qu'il y ait une correspondance parfaite, une parité, elle est problématique. Est-ce qu'on voit pas ici déjà que le fait scientifique, c'est une interprétation du fait observé? Est-ce qu'il ne déborde pas la particularité du fait observé? Pour poser ce problème, Duhem prend lui-même l'exemple suivant. Si un physicien dans son labo dit l'énoncé suivant, le courant passe. En réalité, qu'est-ce qu'il observe? Il peut observer par exemple que l'aiguille de son galvanomètre, l'instrument de mesure de l'intensité électrique, a été dévié de tant de degrés sur le cadran qui lui permet de le mesurer. Il peut aussi avoir observé que le fil qui est entre les pôles de la pile, il chauffe et il rougit. Il peut encore observer le fait suivant, il prend une châtaigne quand il touche le fil. Mais on n'observe jamais que le courant passe. La thèse de Duhem, donc, c'est qu'il n'y a pas de parité entre les énoncés scientifiques et les faits observés. Il y a, justement, disparité entre les deux. Un énoncé scientifique doit généraliser, doit prédire des choses qu'on n'a pas encore observées, et par conséquent, il est nécessairement en disparité avec les observables. Mais par conséquent, s'il y a une sorte de conjonction, de mélange entre la science et la métaphysique, parce que toutes les deux doivent ajouter des choses au monde pour en rendre compte, pour le comprendre, comment peut-on les séparer? L'ambition de Pierre Duhem ici, elle est claire. Il ne faut pas confondre la science et la métaphysique parce que sinon on commet le type d'erreur dont Ørsted s'est rendu coupable en rajoutant une grande quantité d'objets inobservables dans la nature. Comment alors distinguer science et métaphysique? Et pour répondre à cette question, Duhem va remobiliser un principe assez ancien dans l'histoire de la pensée scientifique qu'on peut formuler comme le rasoir d'Occam ou encore le principe d'économie intellectuelle ou de parcimonie explicative. Ces trois formulations ont en commun une même exigence: une théorie doit rendre compte de l'ensemble des faits qu'elle concerne avec le moins de suppositions possible, c'est-à-dire de la façon la plus simple possible. Il faut expliquer le plus avec le moins. Voilà le principe d'économie intellectuelle. Et ça a une conséquence importante sur l'attitude du scientifique à l'égard de ces théories. Pour Duhem, l'objectif de la science, c'est pas du tout de chercher à découvrir les forces profondes, les réalités cachées dans la nature. C'est simplement d'arriver à formuler une classification des phénomènes qui permettent de les sauver. Pour Duhem, le but de la science, comme le titre d'un de ses ouvrages majeurs l'indique, c'est de sauver les phénomènes. Alors là, ouais, on peut carrément se dire, non mais elle a rien à sauver la science, les phénomènes ils existent déjà, qu'est-ce qu'on aurait à sauver? Et ici, sauver, ça veut dire être capable de rendre compte de phénomènes qui sont différents avec un ensemble non contradictoire de règles, une théorie cohérente. Le but de la science, dans la conception de Duhem, c'est donc pas de rendre compte de la réalité telle qu'elle existe indépendamment du scientifique, ce qui est une perspective de métaphysicien,
mais simplement de trouver un système symbolique, un système de lois qui permettent de rendre compte de la façon la plus cohérente possible de l'ensemble des choses qu'on a observées. Un argument assez simple qui est en faveur de la conception de Duhem est historique. Pour nous, il est particulièrement intéressant de remarquer que ce n'est pas un processus de réfutation, de test par l'expérience qui va conduire au rejet de la proposition d'Ørsted. Très vite, Ørsted va diffuser à la fois sa découverte observationnelle et sa théorie. Et sa réception dans toute l'Europe va d'ailleurs être assez unanime. Les savants en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie répondent tous à peu près en chœur « Comprends pas !» C'est pas une réfutation qui conduit à l'abandon de la théorie d'Ørsted, c'est sa complexité gratuite. L'histoire nous montre donc que la confirmation et la réfutation ne sont pas les seuls critères de choix d'une théorie. L'économie intellectuelle est un critère qui entre en compte lui aussi. Et le rejet de cette théorie va laisser un vide qui va conduire beaucoup de scientifiques, de manière très vive et intense, à faire des recherches pour essayer de rendre compte de la découverte de Ørsted. Celle qui va nous intéresser, nous, c'est la contribution d'Ampère. Et la première chose que va remarquer Ampère, c'est qu'il y a des confusions dans le travail d'Ørsted, qu'il est allé un peu trop vite dans ses observations, qu'il y a des choses qu'il faudrait arriver à séparer pour savoir exactement ce qu'il a observé. C'est cette identification de ce qui a été observé qui est centrale. Parce qu'en effet, il y a déjà quelque chose qui, de base, dévie la trajectoire d'une aiguille d'une boussole. Ça paraît tellement évident qu'Ørsted n'y a pas pensé, et c'est ce qui permet à tous les navigateurs de s'orienter sur les flots. C'est le grand aimant qu'est la Terre. Ce qu'il y a dans l'expérience d'Ørsted, en fait, c'est un problème classique de contamination de ce qui est mesuré par le contexte de mesure. Si ça se trouve, l'effet que mesure Ørsted, il vient pas du fil, il vient d'autres causes. Et donc pour s'en assurer, pour le mesurer avec précision, pour l'identifier exactement, il faut l'isoler. Pour ça, Ampère va construire un nouvel appareil expérimental, qu'il appellera la boussole astatique, et cet appareil permet de dissocier l'axe de rotation de l'aiguille et l'axe d'influence du magnétisme terrestre. Et dans un second temps, Ampère va faire un travail vraiment scrupuleux, très minutieux, de construction d'un vocabulaire nouveau qui permette justement de chercher une parité entre l'énoncé théorique et les faits observés. Pour ça, il va devoir éliminer toute référence à l'existence d'un ou plusieurs fluides électriques. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit que l'épistémologie, c'est pas simplement un travail de bureau, c'est véritablement quelque chose qui joue un rôle dans le travail du scientifique. L'ensemble des micro-choix théoriques qu'il fait pour conduire son travail, ils sont guidés par des considérations épistémologiques. Et là, cette recherche de vocabulaire par Ampère, elle cherche à dissocier la charge théorique qu'on porte avec nous, que porte l'observateur avec lui, et le fait observé. Séparer les faits et la théorie, c'est très important, parce que c'est ça qui permet de dégager la charge de subjectivité, la charge culturelle, la charge de présupposition que le scientifique porte avec lui quand il aborde un phénomène nouveau. Il faut arriver à retrouver le phénomène pour lui-même, et pour ça, le désolidariser des interprétations qu'on a tendance à en faire spontanément. Alors, le premier outil et le principal outil que Ampère va construire pour ça, c'est qu'il va formuler une description de la circulation du courant qui soit indépendante de la référence au fluide. Et pour ça, il va se servir d'un autre phénomène observé qui est l'électrolyse. Dans la vidéo précédente, on a vu que Carlyle avait découvert qu'on peut, à partir d'une pile, décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène. C'est central ici de remarquer qu'il y a une relation constante entre les pôles de la pile et les extrémités du fil, desquelles sont décomposés d'une part l'oxygène et d'autre part l'hydrogène. On pourrait donc appeler les pôles de la pile pôle oxygène et pôle hydrogène, et c'est ce que fait Ampère. Il déplace la convention qui avait été formulée par Benjamin Franklin des termes plus et moins pour qu'elle fasse maintenant référence à l'oxygène et à l'hydrogène. Et le premier résultat de ce travail, c'est qu'Ampère, justement, va réussir, grâce à cette réidentification de la notion de pôle de la pile, à trouver une loi nouvelle. Alors par contre, il est quand même notable que cet effort de description minimaliste, il a une contrepartie au niveau de la charge cognitive que demande la compréhension précise de la loi que formule Ampère. Voilà l'énoncé de la loi telle que Ampère la formule lui-même. Lorsque un aimant et un conducteur galvanique agissent l'un sur l'autre, et que l'un d'eux étant fixé, l'autre ne peut tourner que dans un plan perpendiculaire
à la plus courte distance entre le conducteur et l'axe de l'aimant. Celui qui est mobile tend à se mouvoir de manière que les directions du conducteur et de l'axe de l'aimant forment un angle droit, et que le pôle de l'aimant, qui regarde habituellement vers le nord, soit à gauche de ce que l'on a nommé le courant galvanique, et le pôle sud pointe à sa droite. Alors on voit très clairement dans cette formulation que le scrupule d'Ampère pour s'en tenir à ce qui est observé est totalement évident. Notons, par exemple, qu'il ne parle plus de l'aiguille de la boussole, mais il parle d'un aimant en général, ce qui lui permet de gagner d'un niveau de généralité dans son observation. Il montre, ce que n'avait pas précisé Ørsted, que l'aimant et le fil tendent, dans tous les cas, à finir par un alignement perpendiculaire. C'est pour ça qu'on peut parler de cette loi comme d'une loi d'alignement. Dans cette description, il y a clairement la formulation d'un fait scientifique nouveau qui est séparé du contexte dans lequel Ørsted l'a découvert. Profitons-en d'ailleurs, parce que là on a un super exemple de ce que c'est qu'une loi scientifique. C'est un énoncé général qui est fait dans un système symbolique, de sorte qu'il explicite une relation constante entre des faits. Dans ce cas particulier, les symboles, c'est ceux de la langue ordinaire, mais les symboles pourraient parfaitement être ceux des équations mathématiques, ou encore d'une schématisation géométrique. Une loi scientifique, c'est donc une relation constante entre des faits exprimée dans un langage symbolique. Et ce qui est vachement important, c'est que c'est précisément ce caractère symbolique de la loi qui est au cœur des deux arguments que Duhem formule pour défendre l'idée d'une disparité entre les énoncés théoriques et les faits. Alors le premier de ces arguments, on a commencé à le suggérer tout à l'heure, c'est que les faits théoriques y sont équivoques. Duhem écrit explicitement « À un fait théorique peuvent correspondre une infinité de faits pratiques, et à un même fait pratique peuvent correspondre une infinité de faits théoriques qui sont logiquement incompatibles. » On voit que l'énoncé de la thèse que formule Duhem, il est symétrique. Il y a disparité des faits vers les théories, et des théories vers les faits. Prenons successivement des exemples de chacun de ces cas à partir de la loi qu'a formulée Ampère. D'une part, l'ensemble des observations concrètes qu'Ampère a fait ne sont pas du tout aussi éclatantes et aussi diversifiées que l'énoncé de la loi qu'il propose le formule. D'abord, Ampère n'a pas pu tester toutes les conditions d'observation que sa loi contient. Précisément parce que ces conditions d'observation, elles sont en nombre infini. Imaginons par exemple que la loi d'Ampère, elle est vraie pour un aimant de la taille de la Terre, on a déjà parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un magnétisme terrestre, et un conducteur électrique qui ferait par exemple la taille de la galaxie. Donc ce fait, il est décrit par la loi d'Ampère, mais il n'a certainement pas été testé par Ampère. Et à l'opposé, il a dû faire tout un tas de petites observations qui n'ont pas dû correspondre exactement à la formule qu'il utilise dans sa loi. Imaginons que l'aiguille elle est à peine déviée. Imaginons que l'aiguille elle est trop déviée, elle dépasse l'angle droit. Imaginons que l'aiguille elle finisse par rebondir pour finir par se stabiliser au bout d'un certain temps que Ampère n'a peut-être pas mesuré, etc. Au point qu'on pourrait même dire qu'aucune des observations précises et individuelles qu'Ampère a fait ne correspond exactement à l'énoncé général de la loi. Et cela parce que la loi, elle contient du vague du fait de sa généralité, ne serait-ce qu'au sens le plus minimaliste de la marge d'erreur. La loi qu'il formule correspond donc à un nombre infini de situations qu'il n'a pas toutes testées, parce qu'il a fait un nombre fini de tentatives et d'observations qui correspondent plus ou moins parfaitement avec la loi qu'il énonce. On peut dire clairement que les faits ne suffisent pas à déterminer la formulation de la loi d'Ampère. Et inversement, le petit groupe de faits qu'il a observé pourrait certainement être traduit par d'autres lois, d'autres énoncés théoriques. Il aurait par exemple pu l'énoncer même à ce stade dans un autre langage symbolique, comme par exemple dans la langue mathématique, ce qu'il fera plus tard mais ce qu'il n'a pas fait encore. Il aurait pu aussi dans sa loi spécifier sur quel type de métaux est capable d'agir l'effet qu'il a observé, ce qu'il ne spécifie pas à ce moment-là. Il aurait aussi pu dire que le fil conducteur est lui-même magnétique, désolidariser l'idée d'aimant du matériau qui est conduit par le magnétisme terrestre. Comme il le fera plus tard, mais il parle de courant galvanique, etc. Donc on voit bien que le petit groupe d'observations factuelles qu'il a fait pourrait être formulé dans une grande diversité d'énoncés théoriques. Mais ce qui est vraiment important dans l'énoncé de Duhem, c'est que ces différentes descriptions théoriques d'un même fait, elles sont susceptibles d'être logiquement incompatibles.
Dans les exemples que j'ai pris, à la limite, on pourrait dire que, bon, spécifier les métaux, c'est pas incompatible avec sa loi, on peut le rajouter, ça n'affecte pas sa puissance de description. Par contre, par exemple, dire que c'est de l'électricité qui cause la déviation de l'aiguille, ou dire que c'est du magnétisme qui cause la déviation de l'aiguille, eh ben ça, c'est quelque chose de très différent. Parce que l'électricité voltaïque et le magnétisme, elles ont des propriétés qui sont contradictoires. De sorte que si on suit la thèse de Duhem, il pourrait y avoir pour un même groupe de faits plusieurs théories qui se contredisent entre elles, mais qui sont, si on les compare de façon interne, tout aussi bien capables de rendre compte de l'expérience. En somme, le premier argument de Duhem, il vient de dire qu'il y a du vague entre la théorie et l'expérience. L'expérience ne détermine pas nécessairement la théorie qu'on choisit. Pour utiliser le vocabulaire épistémologique consacré, il y a une réalisabilité multiple du rapport entre la théorie et l'expérience. On peut utiliser une image pour rendre compte de ce problème. Si, au lieu de prendre comme exemple une loi scientifique en général, comme la loi d'Ampère, eh ben on admet qu'on sait que quelqu'un a dépensé 10 € en pommes et en poires, et que les pommes coûtent 1 € et les poires coûtent 2 €. Alors, à partir de cette loi, on ne peut pas savoir si cette personne a acheté 10 pommes, 5 poires, 2 pommes et 4 poires, etc. La même loi peut se réaliser dans des conditions différentes qui sont contradictoires les unes avec les autres. Il y a donc équivocité entre l'énoncé et les faits. Ici, on pourrait tenter de faire une objection. En fait, ce que la thèse de Duhem cible et élimine véritablement, c'est l'idée qu'un seul fait puisse réfuter tout un énoncé. On pourrait donc essayer de dire, oui, mais avec un grand nombre de tests, avec un grand nombre de confirmations ou de réfutations, il y a quand même un moment où on doit réussir à éliminer la loi. Si la loi, pour tous les phénomènes qu'elle décrit plus ou moins parfaitement, ne fonctionne pas, alors on doit pouvoir la rejeter. Et c'est à cette objection de la réfutabilité d'une loi que répond le deuxième argument de Duhem. Ce deuxième argument, il porte plus directement sur la relation entre un énoncé théorique et un fait, il n'y correspond qu'indirectement. C'est une thèse qu'on peut nommer le holisme sémantique, parce qu'il revient à dire que le sens d'un énoncé et des mots que contient un énoncé, il est défini par tout l'ensemble de relations que ce mot a avec les autres éléments de la théorie. C'est la totalité de la théorie qui définit le sens d'un mot. C'est ça que veut dire le holisme sémantique dans les théories scientifiques. La conséquence du holisme sémantique, c'est qu'on ne peut pas réfuter un énoncé de manière isolée. En effet, une théorie scientifique, c'est un ensemble de définitions, de lois, et d'opérations qui permettent de mettre en relation ces définitions et ces lois. Et de cet ensemble théorique, on peut tirer certaines conséquences qui sont susceptibles de donner lieu à des tests, à des observations nouvelles, ce qu'on appellera des énoncés d'observation prédictifs. Or, le sens de cet énoncé d'observation, il est contenu dans les définitions, les opérations et les lois qui déterminent la théorie. Le sens de chaque énoncé d'observation n'est pas isolable, mais est relatif, dépendant de la totalité théorique dans laquelle il se trouve. D'ailleurs, Ampère nous donne un très très bon exemple de ça. Rappelons-nous, il décrit la circulation du courant par référence à l'hydrolyse. Le plus de la pile, c'est le pôle qui décompose l'oxygène, le moins de la pile, c'est le pôle qui décompose l'hydrogène. Ce que ça veut dire, il y a deux sous-ensembles dans son idée de circuit électrique, l'ensemble que forme le fil et l'ensemble que forme la pile, et ces deux ensembles sont séparés par les pôles de la pile. Et dans ces expériences, qui sont un peu exploratoires, il farfouille autour de la pile et dans le rapport entre le circuit électrique éléments, tous les effets qui sont possibles, il va à un moment donné faire passer la boussole proche du corps de la pile. Or, ce qu'il remarque, c'est que la pile dévie l'aiguille de la boussole exactement comme le fil électrique. C'est donc pas seulement le fil qui est conducteur, mais c'est aussi la pile elle-même. Du coup, il va formuler une petite précision à la loi d'alignement qu'on a vue tout à l'heure. Il écrit « On doit distinguer deux types de conducteurs galvaniques, le fil conducteur, dans lequel le courant va du pôle qui produit l'oxygène au pôle qui produit l'hydrogène, et la batterie, dans laquelle le courant va en sens contraire. Si on fait un schéma, on peut se représenter facilement ce que veut dire Ampère. Le courant va toujours du plus vers le moins, et par conséquent, dans le fil, il va dans un sens, et dans la pile, il va dans l'autre. Ça nous semble aujourd'hui totalement paradoxal.
parce que ça brise l'idée d'un circuit électrique uniforme où l'électricité va toujours dans le même sens. Mais Ampère n'a pas cette idée. Et pour lui, ce paradoxe, il n'est même pas posé. Pour lui, il semble beaucoup plus évident que le sens du courant soit déterminé par la référence au pôle de la batterie. Le courant va toujours du positif au négatif, du pôle oxygène au pôle hydrogène, et donc dans des sens opposés dans le fil et dans la batterie. Autrement dit, c'est le fait d'avoir défini la batterie par rapport à ses pôles qui conduit Ampère à décrire concrètement ce qui se passe dans la pile par rapport à cette définition-là. Les énoncés d'observation sont définis par l'ensemble théorique dans lequel ils se trouvent. Ça permet de bien comprendre ce que veut dire Ampère. La conception concrète du courant et donc les prédictions que va formuler Ampère sont complètement dépendantes de l'ensemble théorique qu'il a formulé. Par conséquent, on ne peut pas tester un énoncé de manière isolée. Ce qu'on teste, c'est toujours l'ensemble de la théorie qu'on a formulée. Et ces deux arguments, 1. L'équivocité du rapport entre la théorie et l'expérience, 2. Le holisme sémantique, conduisent Duhem à tirer l'affirmation suivante. Le physicien ne peut jamais soumettre au contrôle de l'expérience une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble d'hypothèses. Lorsque l'expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui apprend que l'une au moins des hypothèses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée, mais elle ne lui désigne pas celle qui doit être changée. Autrement dit, s'il n'y a pas de parité entre les énoncés théoriques et les faits, on ne peut pas réfuter ou confirmer une théorie, parce que le rapport qu'elle a à l'expérience n'est pas univoque. On peut maintenant commencer à tirer certaines conclusions de l'argument de Duhem. Ce que défend donc Pierre Duhem, c'est qu'il n'y a pas de nécessité logique dans le rapport de l'observation à une théorie. Dans le cas particulier d'une éventuelle réfutation, c'est-à-dire d'un conflit entre la théorie et l'expérience, le scientifique a le choix des hypothèses qu'il supprime. Et ce que Duhem défend, c'est que le principe de ce choix, ça doit d'abord être le principe d'économie intellectuelle, le rasoir d'Occam. Ces remarques de Duhem, elles portent donc une attaque au vérificationnisme naïf dont on a parlé dans les deux vidéos précédentes. Duhem trouve une expression de ce vérificationnisme naïf dans les confusions entre la métaphysique et la science qu'il dénonce, dont on a vu un exemple dans la théorie qu'Ørsted formule. Mais les thèses de Duhem, elles ont une conséquence importante pour le problème de la démarcation qui est le fil conducteur de cette série de vidéos. En effet, s'il n'y a pas de relation nécessaire et binaire entre la théorie scientifique et l'expérience, alors on ne peut pas se servir de cette relation supposément nécessaire et binaire pour formuler une démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique. D'ailleurs, Duhem l'écrit lui-même explicitement dans un moment où il cherche à distinguer la connaissance vulgaire, commune, de la connaissance scientifique. Entre la précision et la certitude, il y a une sorte de compensation. L'une ne peut croître qu'au détriment de l'autre. Plus c'est précis, moins c'est certain. Plus c'est certain, inversement, moins c'est précis. Il est à ce moment-là en train de comparer des lois du sens commun et des lois scientifiques. Une loi du sens commun dont il prend l'exemple, c'est à Paris, le soleil se lève toujours à l'Orient et se couche toujours à l'Occident. Et il est clair que ces lois, elles sont totalement certaines. C'est des lois totalement évidentes que personne ne remettra en question. Mais en même temps, elles sont très imprécises. L'Orient et l'Occident, c'est des directions qui en fait sont relatives et qu'il faut fixer par rapport à un point et qui ne correspondront jamais exactement à ce qu'on est en train de formuler quand on part d'un point donné. Au contraire, une loi qui affirmerait le moment et le lieu exact au millimètre près et au millième de seconde près à partir d'un point référentiel exactement énoncé, serait une loi qui aurait une énorme précision, mais une plus faible certitude. Duhem défend donc qu'il y a plutôt une différence de degré qu'une différence de nature entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas un point de rupture absolue et définitif qui permettrait d'identifier la nature de la connaissance scientifique. Je profite quand même de ce moment pour rendre un peu justice à Karl Popper avec lequel j'ai été un peu tranchant, un peu trop rapide dans la dernière vidéo. D'abord, Karl Popper a lu Pierre Duhem. Les critiques que formule Pierre Duhem, Popper en est donc pleinement conscient. Il y a même un auteur de la tradition philosophique qui est vraiment un classique, qui s'appelle Quine, qui a repris et popularisé les thèses de Duhem.
Le véritable désaccord, parce qu'il en reste un, entre Duhem et Popper porte sur la hiérarchie qu'on doit donner aux deux critères de simplicité théorique et de réfutation empirique. Duhem défend que c'est l'économie intellectuelle qui prime, Popper défend que c'est la puissance des falsifications. Popper, d'ailleurs, dédie un chapitre complet à cette question dans La logique de la découverte scientifique, un chapitre qui a pour titre, très évocateur, la simplicité. Toutefois, il est quand même important de remarquer que les arguments de Pierre Duhem vont véritablement traverser toute l'épistémologie du XXe siècle, en nourrissant un débat qui sera très fécond sur le critère de démarcation, et en particulier la question de savoir si c'est le rapport à l'expérience d'une théorie scientifique qui doit être le critère de choix des théories qu'on retient. On peut d'ailleurs encore trouver un écho très contemporain des débats qu'on a esquissés dans cette vidéo, celui qui oppose ceux qui soutiennent en physique une théorie dite des cordes, et ceux qui soutiennent une théorie dite de la gravité quantique à boucle. Ces deux théories physiques visent toutes les deux à résoudre le problème du conflit entre d'une part la théorie de la relativité d'Einstein et d'autre part la physique quantique, et ces deux théories se démarquent en particulier par leur rapport à l'expérience. La théorie des cordes ne fournit en effet pas encore d'énoncés d'observation qui permettent de construire des situations de test qui soient réalisables. Elle a par contre des avantages en termes de simplicité mathématique qui font en bonne partie sa renommée. Notons donc simplement tout de suite que Popper, comme Duhem peut-être dans une moindre mesure, appartiennent tous les deux à un courant qu'on peut appeler le normativiste, parce que leur objectif, c'est d'identifier quels sont les critères que l'on doit suivre quand on a une situation où on doit choisir entre deux théories scientifiques. Mais je voudrais indiquer aussi que Duhem, en insistant sur le fait que l'expérience ne détermine pas la théorie, ouvre la porte à un second courant qu'on peut appeler tout de suite descriptiviste. Ce second courant va plutôt s'attacher aux critères réels, aux critères historiques, qui permettent dans l'histoire d'expliquer le changement véritable de théorie, qui permettent aux agents historiques que sont les scientifiques de faire le choix d'une théorie plutôt que d'une autre. Et dans le courant descriptiviste, il est courant d'insister sur les critères non scientifiques, les causes non scientifiques de choix entre plusieurs théories scientifiques. Dans la prochaine vidéo, on parlera donc révolution, paradigme, en montrant que l'intervention de critères non scientifiques dans le choix des théories scientifiques a contribué à dissoudre, à affaiblir l'idée d'un critère de démarcation, ce qui pourtant n'était certainement pas l'intention de Pierre Duhem.